Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des héros. Parce qu'ils sont nos héros des temps modernes, qu'ils poursuivent leurs rêves sans reculer, nous inspirent et contribuent à un monde meilleur, j'ai voulu donner la parole aux entrepreneurs à succès afin qu'ils nous divulguent tous leurs secrets. Installez-vous confortablement et découvrez avec moi l'aventure incroyable de ces entrepreneurs. Leur parcours, leur histoire, leur réussite, mais aussi leurs coups durs, leurs challenges et leurs détours qui leur ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils nous confieront également leur quotidien et leur méthode de travail et nous apporteront tous leurs conseils d'experts dans leur domaine. Je m'appelle Flore Léveillé et je suis coach business et inspiratrice. J'accompagne les entrepreneurs d'hier et de demain à développer une activité pleine de sens, pour eux comme pour le monde, à innover, se distinguer et vivre leurs rêves. Avec plus de 14 000 followers sur les réseaux sociaux, je partage quotidiennement mes prises de conscience, enseignements et idées avec authenticité et bien d'humeur. J'anime également des ateliers, des masterclass et des stages grâce auxquels je communique ma passion de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, j'accueille Angelo Follet, thérapeute en psychothérapie analytique intégrative et psychogénéalogie, directeur artistique et fondateur du compte Balance ta peur. Bonjour Angelo. Bonjour Flore. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Moi, je t'ai connue d'abord via ton compte Balance ta peur en fait, et comme c'est un petit monde, j'ai plein d'amis qui ont eu l'occasion de te rencontrer, et donc j'ai encore plus entendu parler de toi. Et c'est assez dingue de voir vraiment, en fait, tout ce que tu as réussi à accomplir. Aujourd'hui, tu proposes des ateliers, des conférences, des retraites. Ton compte Balance ta peur que tu as créé en 2018, donc finalement c'était il y a quand même assez peu de temps, il rencontre vraiment un énorme succès. Aujourd'hui, tu as plus de 55 000 abonnés rien que sur Instagram, sans même compter le podcast. Ouais. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles déjà un peu de ton parcours. Waouh. Est-ce que tu as 4 heures devant toi? En fait, faut que je te demande à partir de quand tu veux que je commence, parce que c'est vrai que mon parcours a toujours été, je trouve, plein de péripéties et plein de changements. C'est aussi ça qui fait, je crois, la richesse de ce que je peux partager ou de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Si tu veux, dans les grandes lignes, moi, je suis plutôt d'une formation littéraire, artistique, au départ. J'ai fait des études d'art, des études littéraires, des études d'analyse d'œuvres, où il y avait beaucoup de philo, beaucoup de réflexions déjà, beaucoup de questions. Et moi, c'est vrai que c'est un peu dans ma nature de me poser plein de questions et d'interroger le vivant, d'interroger l'humain et de faire toujours ce pas de côté. J'aime bien observer euh, et avoir une espèce de vision. On parle souvent du mot holistique, mais pour que ça parle peut-être un peu plus aux gens, c'est finalement une vision globale des choses, de voir un petit peu quels sont les ponts entre les choses et les différents domaines. Et puis il y a la musique qui est une pratique que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans. Donc ça a toujours été en parallèle de mes études. Donc j'ai bifurqué de l'art, de la fac, etc., à une autre fac qui était plus liée à la psychoacoustique, le côté finalement la question de savoir quel est l'impact de la vibration et du son sur l'être humain, sur le cerveau. On a fait aussi pas mal d'études sur tout ce qui est ingénierie du son, etc. Bon, ça m'a pas trop plu parce que, étant très littéraire, je devais me replonger dans la physique et ça m'a un peu refroidi. Je suis quand même allé au bout, et il y avait un peu aussi cette notion d'art du spectacle. C'était un cursus un petit peu global comme ça sur cette partie artistique du son. Et puis après j'ai changé parce que il y avait aussi la question de qu'est-ce que je vais foutre de ma vie. Clairement, pour l'instant, les études que j'ai faites ne vont pas me donner de travail. La question du travail est une question hyper importante chez moi, dans ma famille et dans les générations au-dessus de moi. Donc il fallait, aux yeux de mes parents et puis pour moi-même, trouver un travail. Donc j'ai plutôt été dans la communication parce que c'était un espèce de pont justement entre la créativité et puis finalement une idée du commerce, ou en tout cas une idée de travailler avec des marques. Euh, j'ai donc fait des études en communication et je me suis spécialisé en conception-rédaction. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, la culture que j'avais en art, plus ma faculté à écrire des choses assez synthétiques,
qu'on peut retrouver dans le conte aujourd'hui fait que bah, je me dis putain finalement ça m'a servi à ça, ça m'a servi à faire des Ouais. tu vois, c'est plus des accroches mais c'est des postes un peu plus philo, un peu plus psycho. Et puis du coup j'ai été CR donc concepteur rédacteur quelques années en agence. Toujours la musique en parallèle jusqu'au moment où je craque et où finalement je me dise ben la musique, jusqu'à présent, fallait que ça reste une passion pour pas qu'il y ait d'injonction en termes de contraintes, de travail, de revenus. Et finalement, je me suis dit, bah, arrête de pas de tourner autour du pot, vas-y. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ok, la créativité, j'ai envie de la mettre au service de la musique. Et puis j'ai été embauché dans un label qui s'appelait à l'époque Green United Music. J'étais vraiment comme un foufou en arrivant là-bas parce qu'il y avait des artistes que j'adorais comme Woodkid, les Shoes, Part Company, enfin Rocky, etc. Et Sage. Et puis en fait c'est devenu des amis, on a bossé ensemble, etc. Et très vite en fait en moins de 4 ans j'ai pris la place de directeur de création musicale là-bas. Et donc, en fait, moi, je m'occupais finalement de briefer des artistes pour des marques. OK. Donc, je travaillais en studio et puis c'est moi qui faisais la DA sur ces projets-là. Je continue à faire de la musique à côté en parallèle et à un moment donné, je rencontre Héloïse, donc Christine and the Queens, et un petit peu avec le hasard et la chance, il se trouve qu'on on se rencontre et que avec le courage, je me dis bon allez, je lui demande un peu ce qu'elle fait, comment elle bosse, etc. Et puis je lui dis bah écoute si tu veux, je peux essayer de faire un truc parce qu'elle cherchait un DA, un réal à l'époque. Et du coup, ça a fonctionné et évidemment, bah, le EP Nu 17 à 52 est sorti. Et à partir de ce moment-là, j'ai signé en tant que réal chez Sony. J'ai quitté le label. J'ai Mmh. plus fait que de la réal pour d'autres artistes. Et en parallèle de ça, j'avais plein de problèmes psycho, plein de problèmes physiques, etc. Et ça faisait un petit moment que j'étais en thérapie déjà accompagnée et que ça me posait, que voilà, ça me titillait de comprendre un petit peu ce qui se passait, pourquoi ça m'aidait, en quoi ça m'aidait. Et finalement, je retrouvais les questions philosophiques qui me passionnaient plus jeune. Mmh. Euh, pour moi, la philo et la psycho, c'est très très proche en fait. Et du coup, petit à petit, en fait, je m'y suis intéressé à nouveau. Et j'ai eu un accident de moto où je me suis déboîté l'épaule et je suis allé voir un ostéo. Et il se trouve que cet ostéo était le voisin du label, juste à côté. Vraiment, OK. je vais le voir, Le fameux hasard de la vie. hasard de la vie. Et donc, je vais voir ce mec, on parle beaucoup, il me pose plein de questions. Et puis, à ce moment-là, il me dit: «Bon, bah, OK, on va regarder l'épaule, bah, allongez-vous sur la table». Et je m'allonge, et là, il se concentre et puis il pose les mains sur les pieds. OK, je comprends pas trop. Mal à l'épaule, c'est quoi le et je sens très, très rapidement que je m'enfonce petit à petit dans le matelas. J'ai l'impression de vraiment, qu'il y a un truc qui relâche quoi, tu vois? Qu'il y a un truc qui il y a une espèce de Mmh. densité comme ça qui voilà. J'avais pas encore la notion d'énergétique et la notion un petit peu de ce qui peut se passer dans le corps. Bon, il vient à la tête, je me dis: «Bon, bah, toujours pas l'épaule, OK», mais je suis quand même très, très loin. C'est-à-dire que je suis dans un espèce de monde, parallèle, à demi conscient, enfin voilà, on peut appeler ça un état de conscience modifié et puis, finalement, il passe 5-8 minutes sur mon épaule, toujours en posant les mains. Il s'en va, il se dégage il dégage ses mains et puis, il me dit: «Bon, bah, restez encore 10 minutes comme ça continue à bosser». Le mec bosse sans les mains, OK. Et à bout de 10 minutes, il me dit: «OK, c'est bon, vous pouvez vous relever». Bon, moi, je sors, j'étais en coltard et tout, je me relève. Il me dit: «Voilà, prenez votre temps et tout». Et il me dit: «Allez-y, maintenant, tournez l'épaule, enfin, tournez le bras». Bon, je me dis: je viens de me déboîter l'épaule, à mon avis, voilà». Et je tourne le bras et j'ai plus mal. Mmh. Donc ça, c'était ma première expérience. Et si tu veux, bon, je cherche pas à comprendre, je me barre. Quelques mois après, je me foule la cheville à la danse, je reviens et là je me dis: «Bon, je boite, il y a pas moyen que je vais voir ce qu'il va faire, mais bon, on sait jamais, quoi». Hem Et puis du coup, pareil, il fait le même protocole, voilà, bon, il a touché un peu le ventre à la fin, mais rien de spécial, par rapport à d'habitude, quoi. À la fin, il me dit: «Voilà, relevez-vous, c'est bon». Et là, je me relève, il dit: «Allez-y, marchez», et là, je marche.
Et alors là, je me dis: «OK, c'est» et donc moi qui suis très, très, très curieux, je lui dis: «OK, c'est quoi le est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît?» Hem et donc il avait personne après, donc il m'a pris un petit temps après, il m'a expliqué et je dis: «Mais moi, je veux apprendre ça, en fait, ça m'intéresse, je veux comprendre ce qui se passe et je sais pas si j'ai envie de devenir praticien, mais j'ai envie d'apprendre». Il me dit: «Écoute, la seule, chose que je peux te proposer, c'est que je fais des formations tous les 2 ans, je prends 10 personnes, non médecins, non ostéos, pour leur apprendre la pratique et leur donner un peu mon enseignement, quoi». Donc tous les week-ends, il fallait que j'aille au cabinet et que je suive ses cours, voilà, on a fait on a vu plein de sujets, beaucoup de pratiques. À la fin des 2 ans, on a eu un espèce de moment de retraite, où on a pratiqué tous ensemble dans la Drôme et ça, c'était entre guillemets «mon premier diplôme», en tant que praticien. Alors là, on appelle ça de la pratique biodynamique, mais lui, c'est de l'ostéopathie biodynamique puisqu'il est ostéo. Hem, Mmh. et je l'ai assisté en fait. J'étais tellement assidu qu'il m'a proposé de l'assister au cabinet. Je l'ai assisté sur quelques cas complexes où on faisait des 4 mains. J'ai commencé à pratiquer seul chez moi. J'ai commencé à recevoir du monde et à voir des résultats, donc super. Et puis, je voyais qu'au fur et à mesure, l'entretien au départ, l'anamnèse, quand on commence à discuter avec la personne, savoir un petit peu ce qui l'amène, et cetera, il se passait déjà des trucs en termes de relâchement, de soulagement, et cetera pour la personne. Et puis du coup, ces entretiens ont duré de plus en plus longtemps. Et au début, je faisais 10 minutes d'entretien et puis 50 minutes, 1 heure de soins. Et puis ça durait un quart d'heure, 20 minutes, et puis c'était moitié-moitié. Et puis à la fin, en fait, c'est devenu, bon, bah, on discute et puis on verra si éventuellement il y a besoin encore que je travaille en biodynamique. Et donc, en fait, ça m'a reconnecté à ma première passion qui est la psycho, parce que c'est aussi pour ça que j'avais fait des études littéraires à l'époque. Et Mmh. donc, j'ai repris mes études après en suivant un cursus énergétique, donc médecine chinoise, il y avait de la naturo, il y avait de la litho, euh, et puis d'autres techniques de soins énergétiques. Et en parallèle de ça, j'ai suivi une formation en relation d'aide issue de l'approche de Carl Rogers avec une approche analytique dans laquelle il fallait choisir une spécialisation. Et moi, j'ai choisi l'approche transgénérationnelle. D'accord. Et donc, en fait, j'ai toujours eu besoin, je te disais, de faire des ponts. Donc, j'avais besoin de comprendre en médecine chinoise ce qui se passait et dans la psyché ce qui se passait. Et de comprendre, de voir s'il y avait des liens, etc. Et donc, ça, c'est comme ça un petit peu que je me suis formé. Et puis après, j'ai continué à faire plein d'autres modules de formation pour me perfectionner. Donc, en analyse, en, en systémie, en coaching de groupe, en EMDR, en PNL. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'étais formé en chamanisme aussi à la FSS. Euh, et puis en fait, voilà, c'était de la curiosité. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a un cas où j'aurais besoin de ça, mais bon, je sens qu'il me manque quelque chose, donc je vais aller me former aussi pour perfectionner tout ça. Et puis ça s'est fait petit à Mmh. petit comme ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, je sois spécialisé et en analyse avec l'approche transg, et puis et en sexo et en thérapie de couple. Donc, D'accord, OK. Ouais, c'est un parcours, hyper riche et vraiment intéressant et justement, enfin, la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a, Hem, pourquoi tu as changé de voie? Parce que finalement, enfin, j'ai un peu, fait mes «devoirs» entre guillemets et je lisais sur ton site que, en 2018, tu as reçu le prix pour la deuxième fois consécutive, le prix de compositeur de l'année ouais, et au final, enfin, c'est quand même un domaine d'activité qui est assez fermé. ouais, Ta carrière, elle était toute tracée ouais. et du coup, ben, pourquoi tu as changé de voie? Qu'est-ce qui fait finalement que tu vois? Parce que finalement, enfin, quand t'entends, quand t'en parles, au départ, tu me dis, bah voilà, c'était presque un rêve qui se réalisait de devenir directeur artistique. Mmh. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de voie à ce moment-là? Il y a un truc que j'ai compris, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est une définition pour moi qui est toujours valable, c'est la nuance entre une carrière et une vocation. Mmh. Et pour OK. moi, j'étais inscrit dans une carrière à travers la musique, mais ma vocation, c'était d'aider les gens. OK. Donc, il y a un moment Ouais. donné où j'ai trouvé un espèce de pont où je commençais à suivre des artistes en thérapie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la zone était trop floue parce qu'ils voulaient toujours revenir finalement
à leur art en se disant, bah, je vais appeler le mec qui a fait tel truc, comme ça il va pouvoir m'aider. Mais moi j'étais sur la psyché, j'étais sur Ouais. les problématiques de fond, et il y avait à la fois une ouverture qui se crée à ce moment-là pour la personne, et en même temps une frustration parce que c'est pas moi qui allais réaliser l'album. Mmh. Et donc j'ai arrêté de mélanger les deux, et du coup j'ai commencé à recevoir de plus en plus de personnes qui étaient non artistes, ou en tout cas qui ne cherchaient pas à ce que je devienne à un moment donné le réal de leur album. Euh, Mmh. et voilà, mais finalement, surtout, je me suis rendu compte que dans les deux cas, mon approche et ma sensibilité m'amenaient finalement à avoir le même rapport à l'autre, en fait. C'est pour ça que sur le site, j'ai mis réalisation de soi, parce que finalement, réaliser un album, c'était un biais pour que la personne se réalise à travers cette forme-là. Mais Bien sûr. voilà, et donc du coup, parfois, on allait assez loin dans le travail thérapeutique, et il y en a quelques-uns qui ont arrêté même carrément, tu vois, de faire de la musique parce qu'ils se sont Mmh. rendus compte que justement, c'était peut-être pas leur vocation. Ouais. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, on nous a beaucoup enfin, on est hyper conditionnés à poursuivre une carrière et justement, finalement, on se rend compte qu'on peut atteindre des sommets sans pour autant avoir le sentiment de se réaliser parce que derrière, il y a pas cette vocation. Ouais. Donc ouais, totalement, c'est hyper Je intéressant. vais dire un truc, franchement, quand j'ai reçu les prix, en plus, enfin, c'était des belles cérémonies. On était invités à une soirée à l'hôtel de ville, donc enfin, tu vois, c'était quand même grandiose. J'ai pas ressenti grand-chose. Mmh. J'étais Ouais. content. Je voyais les gens qui étaient contents, mes éditeurs qui étaient contents, et cetera. Mes parents qui étaient contents, parce que c'est hyper concret, parce que c'est voilà, mais je ressens pas du tout la même chose que quand, je vois un patient dans mon canapé qui, à un moment donné, fait un insight ou une sorte de truc qu'il comprend sur lui-même, et là, là, c'est magique, quoi, tu vois? Ouais. Il y a pas Ouais. besoin d'applaudissements, en fait, quoi, quelque Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues, encore à être, directeur artistique ou ça, c'est un métier que tu as complètement arrêté? Alors maintenant, du coup, la chance que j'ai, c'est que j'ai le choix. Donc en fait, oui, quand il y a des projets qui me plaisent, quand j'ai envie de bosser sur un projet, effectivement, je le fais. Donc oui, j'ai réalisé encore deux albums. Là, il y en a un qui sortira cette année, je pense. Une BO, et là, j'ai recommencé aussi à bosser avec une nouvelle artiste. Mais j'en fais OK. moins. J'en fais moins en fait parce que, alors déjà, j'en fais moins parce que j'ai un éditeur qui s'appelle Albin Michel et qui m'a commandé un bouquin. Il va sortir en OK. septembre, donc voilà, c'est aussi ça qui prend beaucoup de place. Euh, mais voilà, c'est des choix. C'est-à-dire que bon, si tu veux et puis en fait, ce qui est important, je trouve aussi peut-être à dire aux personnes qui vivent ou qui aimeraient vivre de leur passion ou de leur vocation, c'est qu'il y a un soulagement aussi au moment où on n'a plus besoin de le faire, Mmh. pour le faire. Ouais. Et le fait de me dire à un moment donné, ah bah tiens, c'est marrant, mais qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de faire ce boulot? Heu, Bah, je me suis pas dit, «Je vais mourir, c'est la fin du monde», machin. Mmh. Et donc en fait, du coup, bah, de plus en avoir besoin, bah, je peux, vraiment, choisir les moments où j'ai envie de travailler dessus, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment, le luxe ultime. Ouais, bah, ouais, ouais, parce qu'en plus, il se trouve que dans la musique, à ma place, en tout cas dans mon rôle de compositeur, il y a les droits d'auteur, et cetera. Donc en plus, ça génère aussi de l'argent, même quand tu bosses pas, en fait. Ouais, Donc bon, effectivement, c'est intéressant d'avoir les 2, quoi. c'est plutôt rassurant aussi, c'est clair. Mmh. OK. Et je lisais aussi dans ta biographie que enfin, tu évoques, plusieurs maîtres spirituels dont tu as reçu les enseignements. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel type d'enseignement tu as suivi à ce niveau-là? Alors, c'est à la fois des maîtres spirituels, ou en tout cas des mentors, je dirais, et en même temps, des praticiens, et c'est ça qui m'a plu. C'est que Mmh. c'est pas un mec perché en haut, qui me raconte un truc, et c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est aussi, tu vois, dans le quotidien, et cetera. Pascal a été Mmh. l'ostéo a été mon premier mentor, qui est toujours un mentor avec qui je travaille. Là, je vais faire des retraites avec lui dans la Drôme, cet été. Heu, Mmh. mais du coup, en tant que praticien, donc ça, pour moi, c'est énorme, hein, tu vois? Hem Et lui, il m'a vraiment, enseigné, je dirais le sens de ce qu'est la santé, en fait.
On Mmh. travaille beaucoup pourquoi ça s'appelle l'ostéopathie biodynamique? Parce qu'en fait, c'est comme le vin ou les produits biodynamiques, c'est qu'en fait, on laisse faire. OK. Et il y a un moment donné, il n'y a pas plus efficace que la vie, l'énergie de la vie, la santé, la nature, euh, euh, dans une voilà alors évidemment quand c'est grave, c'est sûr qu'il vaut mieux intervenir avec un chirurgien ou avec des expertises comme ça, mais c'est vraiment considéré que il y a quand même un miracle qui se passe dans une plante qui pousse, dans le fait que je suis vivant et que j'ai rien besoin de faire pour ça. Voilà, dans la mer, les lunes, toute la nature, en fait, pour moi, est une espèce de truc, un grand orchestre qui joue superbement bien et sans notre intervention. Et en fait, du coup, toute cette pratique-là est basée sur ce qu'on appelle la double attention ou l'attention flottante. C'est que c'est à la fois une présence énergétique pour la personne et en même temps un détachement total. Mmh. Donc ça m'a permis déjà de comprendre ce que c'était finalement que la méditation, que c'était ce que c'était que l'état de conscience modifié, que ce que c'était que la santé en fait quoi. Euh, Ouais. et en fait, nous, notre boulot, c'est pas d'intervenir pour éradiquer un symptôme, mais au contraire de laisser faire la santé, la laisser faire son boulot en fait, parce que si on la laisse vraiment faire, moi, il y a un cas qu'on a eu quand j'étais en binôme avec lui. C'était une femme une vieille dame qui venait à chaque fois après ses séances de chimio. Elle avait un cancer je sais plus à quel stade, et OK. elle venait pour juste après sa chimio. Et donc il m'expose le cas, et il me dit bah tu vas voir, elle est étonnante parce qu'en fait elle est en pleine forme et on dirait pas qu'elle est malade. Et donc on travaille et en fait ce qu'il m'expliquait avant la séance pour que je puisse travailler dessus, c'est qu'en fait on va uniquement travailler pour faire en sorte que la santé maintienne son état dans le reste du corps et que la chimio n'intervienne que sur la tumeur. Mmh. OK. En fait, bah, la chimio, ça passait quoi, nickel. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en chimio, mais elle était en pleine forme, quoi. Mmh. Et voilà. Et en fait, voilà, c'est sur ces notions-là en fait qu'on va travailler. Euh, Après, j'ai eu des enseignements peut-être un peu plus. Euh, Tous les enseignements de Jacques Salomé aussi m'ont beaucoup aidé. J'ai pas travaillé directement avec lui, mais j'ai été formé par quelqu'un qui a été formé par lui. OK. Pour tout ce qui est de l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, euh, les rapports humains. En fait, là, on est un peu plus proche de, je dirais, ce que peut proposer certains types de PNL, où finalement, on va pas forcément aller chercher le symptôme ou aller savoir quelle est l'origine du trauma aussi, hein, ou de la blessure, mais plutôt se dire, on va décortiquer un peu comme des mécaniciens les enjeux et voilà les rouages de la relation, et on va aller voir finalement où est-ce que ça bloque, à quel endroit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne à ce que sa relation s'améliore. Euh, Ça m'a beaucoup aidé aussi. Cette même personne avait aussi suivi les enseignements très lointains de Swami Prajnapada et Krishnamurti, où là on est vraiment plus sur de la spiritualité. Euh, Ça rappelle en fait, toutes ces personnes-là qui parlent de la peur au départ. Moi, j'ai absolument rien Mmh. inventé. Donc, il parle de la peur, il parle de l'ego, des identifications. Évidemment, Eckhart Tolle, lui, il a un best-seller qui marche parce que aussi, ça parle à tout le monde que de se dire, ah tiens, à un moment donné, est-ce qu'il y a autre chose que le présent? Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Mmh. présent? Euh, Mmh. donc, ça a aussi un impact sur l'identité, la personnalité, etc., les attachements. Euh, voilà, il y a tout un pan de formation que j'ai suivi à travers Esther Perel aussi sur tout ce qui est l'intelligence érotique et du couple. Je suis OK. supervisé moi, par Alain Héril qui est aussi sexothérapeute et psychanalyste. Euh, En fait, mes enseignants ont été mes mentors. Après, c'est vrai que dans les livres, je me retrouve beaucoup dans effectivement Krishnamurti, mais qui est un peu froid, Sri Aurobindo, qui est un peu plus poétique, et puis effectivement Swami Prajnapada qui utilise aussi la technique du lying, qui est une forme de biodynamique et qui finalement amène le patient à laisser émerger l'émotion originelle, quoi. Mmh. OK. Je trouve ça intéressant parce que dans tout ce que tu dis, en fait, ressort vraiment l'idée que tu t'es vraiment nourri des enseignements, et que tu es pas allé forcément chercher le diplôme, heu, mais plus l'enseignement que tu pouvais tirer, Mm. et je trouve que c'est hyper intéressant dans notre, encore une fois, dans notre société actuelle où on valorise énormément les diplômes, où à chaque fois c'est ça qui est mis en avant,
et ben on se rend compte qu'on peut acquérir énormément de connaissances de par des personnes qui ont elles-mêmes pratiqué. Donc comme tu le dis, bah, par exemple ton ostéopathe qui Mmh, t'a transmis énormément de connaissances. mmh. Et au final, on a beaucoup à apprendre les uns des autres et on n'a pas forcément besoin que ce soit validé par des diplômes reconnus par l'État, etc. Donc je trouve ça Ouais. encore une fois ouais, très intéressant ce que tu dis. Après, je suis entièrement d'accord avec toi et en même temps, quand je réfléchis sur la notion de diplôme, bon, moi, ça a eu un enjeu dans mon histoire personnelle et dans ma thérapie parce que ça avait l'enjeu de la légitimité, Ouais. avec l'absence de père, etc. Enfin, tu vois, il y avait aussi ce truc où finalement, comme j'ai ressenti pas mal l'absence d'une autorité validante et structurante, je me suis auto-diplômé à chaque fois. Mmh. Euh, OK. mais ça ne voulait pas dire que je me sentais légitime. La légitimité, elle vient finalement après avec un travail plus profond. Donc ça me pose la question de la légitimité, ce diplôme, et surtout c'est quand même intéressant au niveau social, au niveau structuration sociale, que d'avoir ce rituel du diplôme. Le diplôme, Mmh. c'est pas juste un papier. Alors oui, c'est juste un papier, mais c'est aussi un moment donné où on ritualise un passage. Mmh. Et aujourd'hui, on manque tellement de rituels et de passages, ou de ritualisation de passage, que finalement, je me dis quand même que, par exemple, tu vois, là, les jeunes qui n'ont pas pu passer leur bac comme les autres, Ouais. il va être imprimé chez eux et dans leur génération. Ah oui, t'es le mec qui a eu le bac en 2020, en fait, quoi. Est-ce que tu as vraiment eu le bac? Ouais. Est-ce que tu le mérites vraiment? Est-ce que ça compte vraiment? Et ça peut avoir un impact immense après pour sa carrière à lui ou son domaine professionnel, Mmh. en termes de, tu vois, d'estime de soi et de confiance en soi, quoi. J'ai un Ouais, bac, c'est mais en vrai. fait, il est en carton. Bah ouais, mais bon, tu vois. Donc en fait, pour moi, quand même, le passage, en tout cas, la validation et le passage du diplôme, pour moi, il est quand même structurant socialement, quoi. Mmh. Ouais, en effet, c'est assez intéressant. Et depuis que tu exerces toi en tant que thérapeute, est-ce que, tu peux nous parler un peu peut-être de difficultés, de challenges que tu as rencontrés en fait, depuis que tu travailles à ton compte, aujourd'hui, est-ce que tu as eu à faire face à certains, challenges ou difficultés, Ouais. Alors, je vais commencer par une anecdote très très pragmatique. J'ai eu une année vraiment galère en termes d'argent. Parce que c'est le moment de ma transition. C'est-à-dire que c'est le moment où j'avais un super salaire au label et où en plus de ça, je faisais des albums qui marchaient et où j'ai décidé de finalement me former, donc payer mes formations moi-même, parce que ça rentrait pas dans le cadre de la formation, enfin des acquis de formation, et où j'avais moins de projets. Et évidemment, du coup, je me suis tapé les impôts de l'année d'avant. Ah oui. Bah, ça, c'est un truc qui me rattrape régulièrement. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, effectivement, depuis, je fais très très attention à ça parce que c'est un peu le facteur commun des gens qui sont indépendants. C'est que ben, on est maître à bord de l'équilibre voilà, du business, quoi, de la société, ou en tout cas des entrées et des sorties, quoi. Et à ce moment-là, j'ai galéré, j'étais vraiment pas bien, j'étais prêt à refaire un job alimentaire, j'ai même fait un prêt pour payer mes impôts, OK. que j'ai mis du temps à rembourser après. Et en fait, tout en travaillant en parallèle sur l'aspect transg de la dette, qu'est-ce qu'on fait de l'argent dans la famille, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de garder ou pas, etc. Du coup, ça s'est résorbé et j'ai un rapport à l'argent qui est plus du tout tabou, qui est super transparent, qui est ouvert et qui est un peu plus équilibré voilà, aujourd'hui. Donc ça a été vraiment une galère. La transition, ça peut être une galère. Moi, je dis souvent aux artistes qui se lancent, quittez pas votre job. Parce que le jour où tu seras en mode survie, tu n'auras pas que ça à foutre de composer un morceau, en fait. Il faudra que tu bouges. Mmh. Non, mais c'est vrai, en termes de même d'espace psychique et d'espace intuitif, inspirationnel, etc. À moins que tu écrives des chansons sur le fait que tu as la dalle parce que tu pas de thunes, euh, c'est hyper important d'avoir quand même un matelas, quoi, tu vois, de sécurité. Ouais. Donc je leur dis souvent, voilà, organise-toi d'une façon à ce que tu puisses quand même garder ton job et en même temps prendre du temps pour composer. Parce qu'en plus, souvent, du coup, les gens qui quittent leur taf comme ça, ils vont se mettre chez eux, ils vont être contents les premiers jours et puis ils vont se retrouver devant la page blanche. Ils vont dire, putain, j'ai pas de job et j'ai pas d'idée, quoi.
Et comment on fait, quoi. Donc voilà, mais souvent c'est lié. Et puis Mmh. voilà, donc ça c'était un peu une galère pratico-pratique. Et puis après, je dirais que dans l'idée d'être à son compte, il y a un truc qui est particulier dans mon métier et peut-être aussi dans le tien, c'est qu'on est dans de la relation d'aide. Donc quelque part, c'est pas toi qui démarches. Ouais. Moi j'ai un pote, tu vois, il s'est lancé, il est gestaltiste, voilà, et donc il vient d'avoir son diplôme et tout. Et il me dit bah ouais, bah j'ai pas de clients. Voilà. Et comment on fait, quoi? Parce tu fais pas des annonces pour dire coucou, si t'as besoin d'aide, je suis là, quoi. Très compliqué. Moi, j'ai eu le gros avantage d'avoir une communauté un petit peu avant avec mon réseau artistique. Donc j'ai commencé à travailler avec des artistes. Et après, petit Mmh. à petit, avec le bouche à oreille, puis après avec le compte Balance ta peur et tout ce que je faisais à côté des ateliers, etc. Là, effectivement, j'étais dans une dynamique où c'était beaucoup plus fluide parce que en fait, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, l'idée, c'est pas de se vendre, en fait. L'idée, c'est de, comment dire, de vivre ta pratique déjà, en fait. Et Mmh. au début, bah oui, tu as 2 personnes, et puis après, tu en as 5, et puis après, tu en as 10, et puis après, tu en as 20. Et, et en fait, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. C'est sûr que le compte Balance ta peur a aussi permis de, euh, euh, quelque part, promouvoir, même si je fais pas de promo ni de pub sur mon compte, euh, les ateliers que je faisais, les conférences, etc. Le podcast aussi. Mais si tu veux, j'étais pas dans une démarche de me dire comment je vais bouffer ou comment je vais travailler. Tout ce Mmh. que je fais, je le fais parce qu'à un moment donné, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que j'ai envie de dire. Et je crois que c'est ça qui marche en fait. Je sais pas, j'ai pas de recette, mais je dirais que ça pue à 10 kilomètres le mec qui essaie de se vendre. Alors que quand Ouais. tu es déjà dans ce que tu as envie de transmettre ou ce que tu as envie de partager, bon bah après c'est en plus ça laisse la liberté à l'autre de se dire ok ça me parle, ça me parle pas, etc. quoi. Donc Mmh. c'est ça toute la grande difficulté de nos pratiques de relations d'aide, c'est qu'on ne peut pas vraiment démarcher en fait, à moins d'avoir effectivement ces cartes de visite dans des centres, chez le médecin traitant, voilà, ou effectivement de faire des ateliers, des retraites, ou proposer quelque chose peut-être qui, euh, qui a un angle peut-être un peu plus proche du quotidien, on va dire, et pragmatique, pour que ça parle aux gens. Mais je crois que tous les thérapeutes ou tous les accompagnants ou professionnels de la relation d'aide passent par ce truc au début de bon bah ok. Mais en fait, moi c'est pas un boulot où je vais donner mon CV à une boîte et où je vais passer des entretiens. Donc Oui, bien sûr. voilà. Mmh. Ouais, beh, justement là tu parles de Balance ta peur, et je pense qu'on est nombreux à se poser la question: comment ça t'est venu l'idée de Balance ta peur? Ça m'est venu en pissant aux toilettes. Vraiment. Non, c'est vrai? Ouais. J'étais en conversation WhatsApp OK. avec un pote et je sais plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et je sais plus, je crois qu'il me dit tu me manques et je lui dis me too et il me dit Ouais. ah ah balance ta peur. Voilà. Et donc en fait lui a balancé ça comme ça c'était le nom. Mais l'idée de départ c'est surtout parce que je constatais que de plus en plus sur les réseaux il y avait des gens qui voulaient apporter autre chose, qui n'étaient pas forcément concentré sur l'image, la belle image, le truc un peu aspirationnel, etc., mais qui commençait aussi à écrire pas mal, et puis à écrire des choses intéressantes, etc., et à générer des conversations et tout. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait que personne parlait de la peur, mais vraiment Mmh. comme le sujet central, alors que pour moi, dans ce que je lisais, finalement, en fait, ça trouvait souvent son origine avec la peur en dessous, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, Ouais. qu'on parle de racisme ou qu'on parle d'antiféminisme ou qu'on parle de patriarcat ou qu'on parle, il y a toujours un moment donné où tu vas pas, il y a un mec à un moment donné qui va dire bah ouais mais parce qu'en fait là il y a la peur de ça. Ouais, Et c'est totalement. nommé de manière anecdotique, mais en fait attends 2 secondes, ça la peur c'est pas un petit truc quoi. Si t'enlèves la Mmh. peur, il y a plus de racisme, il y a plus de patriarcat, il y a plus de, enfin tu vois, il y a un moment donné où donc comme je constatais que en fait tout le monde parlait de la peur sans jamais la nommer réellement et sans en faire un sujet d'analyse,
et que moi j'avais été formé à l'intelligence émotionnelle et que je constatais que la peur était souvent à l'origine, bah voilà, de l'anxiété, de l'angoisse et puis du coup de beaucoup de conflits relationnels et interpersonnels. Ça me paraissait évident en fait de dire ok, bah moi je vais essayer de m'arrêter, de faire un petit zoom sur ce qui me semble être quand même beaucoup à l'origine de beaucoup de conflits, quoi. OK. Ouais, totalement. Mm. Et comment ça se passe ton processus de création de tes posts? Parce qu'on imagine un peu le temps que ça prend, en fait, c'est hyper inspirant. Enfin, tu partages hyper régulièrement et à chaque fois quand je vois ce que tu arrives à créer, en plus, il y a toute la partie avant où les personnes t'écrivent, te confient, en fait, finalement, leurs plus grandes peurs. Comment ça se passe le processus de création? Alors, comme tout processus de création au début, il est foireux et à l'arrache. Donc, au départ, non, mais j'ai mis du temps à trouver la DA, j'ai mis du temps à trouver l'angle, j'ai mis du temps à trouver comment la mécanique en fait. Et le seul truc qui était sûr pour moi, c'était que inviter des anonymes à balancer leur peur en anonyme à quelqu'un qu'ils connaissent pas, c'était pour moi la première étape d'une forme de soulagement ou de libération, euh, donc qui passe par l'expression en fait, tout simplement l'expression écrite quoi. Il y a des personnes qui me Mmh. répondent régulièrement, putain en fait juste en t'écrivant finalement ça va mieux. J'ai rien dit, Mmh. j'ai rien fait, et c'est ça la beauté de la chose quoi. J'ai juste Mmh. ouvert un espace. Et et en fait, le principe de base, c'était ça. Pour moi, c'était le plus important. C'était pas que ce soit moi qui m'exprime d'abord. C'est pas une excuse pour m'exprimer. C'est d'abord un espace de partage, quoi, un espace de dépôt. Un peu comme les cercles Mmh. de parole, quoi. Tu vois, la Ouais. personne dépose et toi, tu dis rien, tu accueilles, quoi. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je lisais, je me disais putain, mais moi aussi, putain, mais moi aussi, putain, mais moi aussi. Ou ça me rappelle telle personne, ça me rappelle telle personne. Et au final, bah, je me suis dit, ben, en le postant, en fait, j'ai moi aussi envie de soit me dire ce que ça me fait, soit de dire, voilà, quelle analyse j'en tire, quelle réflexion j'en tire. Et ça a pris forme comme ça petit à petit, jusqu'à effectivement devenir cette charte où, en fait, il y a la phrase qui résume un petit peu l'idée, le témoignage, une ou plusieurs personnes, et puis après le texte explicatif, où là, je prends un peu plus le temps d'écrire. Euh, Jusqu'à présent, je l'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, je me lève, en gros, c'est une image, hein, je me lève, mais je prends un poste, je me dis, ah, tiens, celui-là, il me parle aujourd'hui, et j'écris spontanément ce qui me vient. Et en OK. gros, voilà, ça me prend, un poste, ça me prend 1 heure. D'accord. Euh, OK. Parce que, en fait, ça me prend 1 heure. Pourquoi? Parce que si j'avais toute la place pour écrire, ça me prendrait moins de temps. Mais comme on a un nombre de caractères limité, je suis obligé de reformuler mes idées, je suis obligé de faire plus court, je suis obligé d'aller à l'essentiel, etc., etc. Donc ça m'oblige à Oui. titrer, en fait. Et c'est pas plus mal. Voilà. Et depuis récemment, depuis quelques mois, j'ai une chef de projet qui bosse avec moi, que j'ai OK. rencontrée via Louis Media, qui est une société, une prod de podcast, et qui m'aide justement un petit peu dans tout le going, tout le quotidien, c'est-à-dire, en gros, moi je prépare les posts à l'avance, euh, et puis elle les programme, on réfléchit ensemble aux stories, etc. Euh, En fait, là, moi, ce qui me prenait le plus de temps, c'est que je ne savais jamais quand est-ce que j'allais poster. Et donc, en Mmh. fait, parfois, j'avais envie de poster un truc et du coup, en fait, le monde s'arrêtait. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais avec ma nana ou avec des potes ou en train de faire un truc. Bah là, à ce moment-là, il est 18h ou il est 19h. Là, il faut que je fasse un post, quoi. Et ça, c'était très, très chronophage parce que du coup, c'était pas du tout organisé. Aujourd'hui, on Ouais. s'est organisé avec un planning, on sait quel jour on poste, on sait quel jour on fait des lives, on sait sur quoi. Il y a une logique aussi de, tiens, quand je fais un sondage, moi j'adore par exemple, le truc qui me parle le plus en ce moment, c'est faire des sondages en story. Je pose une question et simplement en repostant les réponses de tout le monde, quand tu les lis à la suite, tu as une étude sociologique naturelle qui se fait. Tu peux constater que, ah oui, effectivement, putain, par exemple, la dernière fois c'était la maternité. Ok, bah il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ça dans la maternité, etc. Et en fait, Mmh. ça crée des statistiques sociologiques un peu, si tu veux. Et ça me plaît beaucoup parce que finalement, en fait,
c'est à travers les autres que finalement on se rend compte de nos enjeux, de nos propres enjeux, quoi. Ouais, complètement. Et justement, tu me dis: «Ça m'a pris beaucoup de temps de trouver mon style et cetera». Est-ce que tu as utilisé une méthodologie particulière ou finalement ça a été, plus, ben, par l'expérience que tu as trouvé justement ce style? Alors moi, je suis plutôt toujours par l'expérience, c'est ce que je te disais, c'est que je fais et puis après en fonction, tu sais, il y a vraiment un peu, si on veut vraiment catégoriser, il y a vraiment ces deux types de personnes, les personnes qui s'organisent et qui ensuite font, qui réfléchissent beaucoup avant, Ouais. etc. Puis t'as les gens qui font, ça marche pas, on refait, on corrige, etc. Là, cette méthode-là, en fait, elle est un peu plus moderne, c'est ce qui se fait aussi beaucoup dans les entreprises. C'est une méthode en fait euh, qui consiste à effectivement mettre assez vite, entre guillemets, le produit ou la création euh, à disposition, d'avoir des retours, de corriger, d'avoir des retours, de corriger et d'affiner au fur et à mesure comme ça petit à petit. Moi, c'est ce que je fais pour tout en fait. C'est-à-dire que j'ai extrêmement besoin de faire les choses de manière spontanée. Mmh. Euh, Ce qui fait que avec l'expérience, je reviens de moins en moins sur ce que je fais. Un morceau, Mmh. par exemple, en général, quand je propose un morceau à un artiste, le label, etc., il y a une V2, une V3 maximum, quoi. Je fais pas, Mmh. alors que Christine, au début, je me souviens, ni 17 à 52, le morceau, je crois qu'il y a 18 versions, Ah oui, d'accord, OK. tu vois. Ouais. C'était il y a 6-7 ans, ouais, 7 ans. Donc, Ouais. c'est au fur et à mesure, en fait, c'est aussi se connaître, c'est ça aussi. C'est pas forcément un truc de productivité ou d'efficacité, mais plus c'est ça que je ressens, c'est comme ça que ça se formule. Je sens que je suis assez détaché du regard de l'autre. C'est ça que j'ai envie de dire, donc voilà, c'est ça, en fait. OK. Et, OK. et je dis toujours, hein, le poste, il y a des gens, souvent, voilà, forcément, ça génère des discussions. Il y a des gens qui sont pas d'accord ou qui disent, oui, mais là, non, machin. Et souvent, en fait, moi, en privé, quand ils m'envoient des messages, je leur dis, mais en fait, ça, c'était aujourd'hui. Ouais. Si j'avais écrit le poste en 2 jours, peut-être que j'aurais dit autre chose. Donc, Mmh. bon, je suis d'accord avec toi si t'es pas d'accord, quoi. Hein. Ouais, d'accord, OK. Et tu me dis, donc tu as cette chef de projet, qui travaille avec toi. Est-ce que tu as d'autres personnes qui travaillent, dans ton équipe? Pour l'instant, on est que deux. Alors à l'époque, donc j'étais en couple avec Marion, qui elle faisait tous les visuels, tu sais, toutes les illustrations. Oui? OK. Donc OK. Marion, c'est cool. Ce qu'elle fait s'appelle Malive sur Insta. Elle fait beaucoup de linogravure, etc. Et puis, bon, comment on s'est séparés, du coup, on s'est mis d'accord pour que je puisse garder les visuels. Et là, sur le livre, par exemple, je commence à travailler avec une autre artiste belge qui va s'occuper de faire la couve, les élus, etc., etc. Donc ça va encore évoluer parce que avec le livre, forcément, les posts sur le compte vont bouger. Ouais, Il va y bien avoir sûr. de la couleur, il va y avoir une autre patte, etc. Et en fait, c'est ça aussi, je crois que le plus important quand on est indépendant, c'est que euh, je crois faut vraiment être connecté à nos propres changements intérieurs, quoi, tu vois. Mmh. Ouais, complètement. C'est OK de plus avoir envie de faire ça alors que t'as mis 7 ans avant de le développer. Ah oui, mais bon, ça fait 7 ans, peut-être qu'au bout d'un tu peut-être changé en fait, tu vois? Complètement. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment, on dit go with the Ouais. flow à chaque fois dans le yoga ou dans plein de trucs, mais en même temps, les gens l'appliquent pas dans leur vie, tu vois, professionnelle, par exemple. Ouais, ouais, complètement. Et puis c'est vrai qu'on a ce truc de: «Bah oui, mais si ça marche comme ça, pourquoi changer?» Ouais, Alors qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est de garder en tête que quand on est indépendant, c'est nous qui créons, notre job, c'est nous qui faisons le job. Donc ouais. si ça ne nous reflète plus au moment où on l'exerce, en fait, il y a quelque chose qui marche pas, en fait. Mmh. Bah, il y a ça et puis surtout, on est indépendant, donc on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, complètement, Mais ce mot, il est pas complètement. anodin, quoi, tu vois? Ouais, complètement. Et alors justement, bah, là tu me dis, là tu as un livre qui sort, bon tu as toujours tes posts, au quotidien, tu as, le podcast, plus, bah, ton activité de thérapeute, tes ateliers, ta retraite et cetera. Comment tu t'organises au quotidien pour tout concilier? Surtout que tu viens de me dire que tu continuais quand même à faire de la direction artistique. Ouais. Et pourtant, je dors 8 heures par jour, hein. Non, mais il y en a qui me disent: «Mais tu dors pas?» Je dis: «Mais si, je dors, si, je dors carrément».
J'ai des nuits relativement calmes, tu vois, je suis pas stressé et tout ça. Alors, c'est sûr que j'ai des gros passages où je pense que je frôle parfois le burn-out psychique, où la charge mentale est beaucoup trop forte, mais euh, je suis très bien accompagné, donc ça s'équilibre quand même bien. Euh, je suis assez organisé, c'est-à-dire que mon planning, il est à peu près plein 2 mois à l'avance. OK. Je sais exactement ce que je fais plus ou moins 2 mois à l'avance, tu vois. Donc, ce qui est fixe, c'est que les jours de consultation, c'est le lundi, le mardi matin, le mercredi, le jeudi matin, le vendredi et le samedi matin. OK. C'est quand je suis au max. Après, des fois, il y a des semaines où il y a moins. En fait, le truc, c'est qu'avec le confinement, j'ai vachement aussi, par exemple, développé le suivi en visio, qui fait Mmh. que du coup, ben, en fait, ça pète les murs, ce qui fait que j'ai plus que des gens de Paris, mais j'ai des gens de partout. Oui. Et donc, en fait, j'ai presque 2 fois plus de patients qu'avant le confinement. D'accord. Donc, j'ai effectivement Clarisse au Canada ou d'autres gens en Belgique ou, tu vois, dans le sud de la France. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc moi j'étais réticent, je me suis dit, bon, la thérapie comme ça à distance, et au final, ça a une grande vertu, c'est que les gens sont chez eux, et que du coup, le fait de ne pas être en visu comme ça, bah, quelque part, il y a d'autres choses qui ressortent. Ils sont peut-être parfois moins stressés ou plus stressés de ne pas être dans le cabinet, tu vois. Mmh. Il y en a qui ont besoin d'être au cabinet, il y en a qui préfèrent maintenant faire de la visio, donc ça c'est ouvert. Et donc j'ai mes jours de consulte au cabinet, donc moi je suis dans le 18e. J'ai mes jours de studio où j'ai le mardi après-midi et le jeudi après-midi. OK. Voilà. Et puis après, bah, ça dépend. Il y a des soirs où, tu vois, quand on est en fin de journée, je peux enregistrer un podcast, je peux faire une interview, je peux, voilà. Et puis, tu vois, avec les stages, au final, comme ils sont prévus assez à l'avance, je prévois aussi mes jours de repos, quoi. Tu vois. Oui. Mais Oui, moi, OK. je suis en repos toutes les 6 semaines. D'accord. Comment ça? C'est-à-dire? Comme les enfants. Toutes les 6 semaines, j'ai une semaine de vacances. D'accord, OK. Pas mal. OK. Et du coup, ça ressemble à quoi une journée type pour toi? Si on la débute, du matin au réveil? Alors, le matin au réveil, je me lève avec ma chérie et on fait du Kundalini le matin. OK. Donc, ça, on le fait tous les matins. C'est indispensable. Donc, des fois, c'est chiant, mais on le fait quand même. Bah ouais, mais parce qu'en fait, c'est chiant sur le moment et puis après, tu fais ah putain, ça va mieux. Donc, Mmh. voilà. Moi, Ouais. en fait, ce qui est sûr, c'est que le matin, pour moi, est assez précieux. Le réveil est assez précieux. Donc, j'aime bien avoir du temps le matin. Donc, je commence rarement avant 11h. OK. Donc voilà, on petit déjeune ou je petit déjeune, après chacun fait sa life. Euh, je sais pas, après dans les rituels, bah c'est sûr, pardon, avant le Kundalini, le premier truc que je fais, c'est que je prends une douche froide. OK. Ça réveille. Complètement. Donc, douche froide, Kundalini, après je mange ou pas, en fonction de si j'ai faim ou pas. Et puis j'aime bien souvent avoir un petit temps pour lire, tu vois, enfin avoir un espace pour ça. Et après, je commence Mmh. à 11h les consultes. OK. Si j'ai pas de consulte, bah, souvent je prévois quand même mes rendez-vous de boulot ou d'organisation de retraite ou de trucs comme ça à 11h pour garder toujours à peu près la même heure de travail, tu vois. OK. J'ai toujours 2 heures pour bouffer, donc je mange de 13 à 15. OK. Je prends vraiment du temps. Et après, je bosse toujours. En fait, je bosse toujours par 2 heures. C'est-à-dire que je fais 11h, 13h, 13h, 15h, je fais une pause. 15h, 17h, je suis en consulte. 17h30, 17h, 17h30, je fais une pause. 17h30, 19h30, je refais 2 heures de consulte. D'accord, OK. Donc j'ai 6 heures de OK. consulte dans la journée quand je fais une journée pleine. Mmh. Pour moi, c'est mon rythme à moi, c'est ce que je peux faire au maximum pour continuer à faire un travail de qualité et pas recevoir le mec à 20h. Bonjour. Non, mais tu vois, enfin, le mec qui prend sa Ouais, séance à 20h, il n'a pas le même thérapeute que le mec qui est frais à 11h. complètement. Donc j'évite de faire. Avant, je prenais 8 patients et c'était trop, quoi. Et avec moins de temps de pause, etc. Donc ça aussi, Ouais. c'est important quand on est indépendant de connaître son rythme. Qu'est-ce qui est bon pour soi, en fait, parce qu'en fait, on a des heures aussi où on est concentré, des heures où il faut faire autre chose, etc. Mmh mh. Euh,
Et puis voilà, et sinon les journées de studio, bah, le matin, si j'ai des consultes, je fais 2 heures de consulte le matin ou alors je gère, mes mails, l'admin, des trucs comme ça. Et l'après-midi, après le studio, c'est un peu plus libre parce que je l'ai un peu quand je veux, donc j'y vais, je peux y aller à 14 heures et repartir à 19 heures ou 20 heures. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça, je l'impose aux artistes. Il y a des artistes, évidemment, ils veulent venir 3 jours de suite au studio pour être un peu dans le bain, pour machin, ou est-ce qu'ils peuvent venir plus tôt, etc. Je dis non, mais moi, je fais pas de musique le matin, je bosse de 14 heures à 19 heures, et c'est là où je bosse le mieux. T'as envie que je bosse le mieux? Mmh. Ouais, bon, bah alors on bosse de 14 heures à 19 heures. Et Waouh! ils sont contents. Donc voilà. Et le week-end, j'essaye au maximum, quand j'ai pas d'atelier, de stage, de retraite, de machin, voilà, de pas trop travailler, pas trop regarder mes mails, mais bon, ça dépend qui me les envoie et pourquoi. Et Mmh. effectivement, le truc finalement qui est le plus fil conducteur, c'est le compte. Ouais, Le compte, je dois le gérer tous les jours quand même. OK. Ouais, parce que tu vois, par exemple, la chef de projet, c'est elle qui va répondre à certains messages et d'autres où il y a des questions plus perso ou des demandes de renseignements, où là, c'est moi qui réponds. Tu vois. D'accord. Oui, OK. Ouais, c'est un vrai boulot, hein, d'avoir des réseaux sociaux, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, si tu veux le faire bien, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu avais, eu à faire face à certaines difficultés, certains challenges et cetera? Heu, Est-ce que tu veux nous parler maintenant de ta plus belle réussite, celle dont tu es la plus fière? Est-ce que tu en as une dont tu es particulièrement fière? Je te pose une colle. Euh, Ça va être très symbolique, je pense. Mais c'est ce qui me vient aujourd'hui parce que j'étais en supervision ce matin et ça m'a bien chamboulé. Euh, je dirais que j'ai réussi à honorer euh, tous les efforts et toutes les difficultés qu'ont traversé ma famille pour me permettre, moi, d'avoir une vie confortable. Je viens d'une Mmh. famille d'immigrés qui ont connu la guerre, la misère, la pauvreté, la faim, et qui ont dû partir des Philippines pour trouver du travail et donc à un moment donné s'installer en Europe, puis en France et à Paris. Euh, et bah, en fait, c'est grâce à eux, quoi, tu vois, que je suis là. Et, euh, Mmh. et je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Je crois que c'est d'avoir réussi à célébrer, à honorer et à les rendre fiers de tous les efforts qu'ils ont pu faire avant pour notre génération de nous d'enfants issus de nos parents immigrés. Et, ça, c'est vraiment quelque chose qui me satisfait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se manifeste pas forcément par avoir des récompenses dans la musique ou avoir plein de Bien sûr. patients ou avoir un stage qui est rempli ou avoir 55 000 abonnés. C'est pas ça, en fait, qui me fait plaisir. C'est de réussir à avoir une vie où je suis heureux et où je m'épanouis parce qu'il y en a qui ont galéré avant moi pour que moi, je puisse avoir la chance d'être tranquille. Ouais, OK. Ouais, c'est beau. C'est ça aujourd'hui. Peut-être demain, ça aurait été différent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité? La magie. La La magie? magie, OK. la magie de quand quelqu'un, vraiment, j'ai l'impression d'être le témoin privilégié de naissance ou de renaissance quotidienne, quoi. Je suis très content de recevoir les messages, tu vois, sur Insta ou de voir des personnes qui, à un moment donné, dans la séance, il y a quelque chose qui se Ouais. dénoue. Et moi qui suis pas très, justement, c'est intéressant ça, moi qui suis pas très à l'aise avec l'expression de mes émotions, Mmh. euh, c'est pour ça que je les étudie, parce que comme j'arrive pas à les vivre, du coup, bah, je les étudie. Ça passe par le mental, ça passe par le cœur, mais ça tend à changer quand même, heureusement. Du coup, finalement, de voir l'autre vivre ses émotions, bah, ça me touche, quoi. Et Mmh. que ce soit des émotions difficiles ou des émotions réjouissantes, moi, ça a pas de prix, quoi. Ouais.
Ouais, en effet, c'est clair que là, on peut vraiment parler de magie. Ouais, parce que je sais vraiment pas ce qui se passe. Bah, au final, c'est un peu tout le je trouve ça hyper intéressant parce que c'est tout le métier de thérapeute, en fait. On fait pas le travail à la place de l'autre. Ah non? On l'accompagne, c'est pour ça qu'on appelle ça une relation d'aide. Mmh. On est là pour, soutenir l'autre dans son éveil, mais finalement, on fait absolument pas le travail Bah, à ouais, sa place. c'est ça. Mmh. Donc après les gens ils me Ouais. disent: «Bah, alors du coup tu sers à quoi?» Je sais pas, je Ouais. c'est la vie. Et justement, tout à l'heure, tu me disais, bah, j'essaye de pas travailler le week-end, je fais du coup de Nalini tous les matins, et cetera. Mmh. Heu, Comment tu maintiens cet équilibre, vie pro, vie perso? C'est souvent un peu la question, qu'on se pose quand on est, indépendant parce que finalement, bah, soit on peut travailler à la maison, on gère comme on veut ses horaires, et cetera. Est-ce que, là, dans ce que tu me dis, est-ce que c'est justement le fait d'avoir, planifié les choses à l'avance et de t'être organisé qui te permet d'avoir cet équilibre, vie professionnelle, vie personnelle? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident à maintenir cet équilibre? Hem, En fait, il y a 2 trucs qui m'aident. Il y a 2 ressources qui m'aident. C'est vraiment, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai OK. besoin là tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport pour, voilà, me défouler? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin d'être en lien? Est-ce que j'ai besoin de lire? Est-ce que j'ai besoin d'écouter de la musique? Je suis assez proche de mes besoins quand même, tu vois? Il y a vraiment ce truc-là. Donc il y a ça et en même temps, il y a la rigueur. C'est-à-dire que pour moi, et ça c'est marrant parce que c'est souvent ce qui revient dans les enseignements, spirituels, c'est la discipline. Alors souvent, on va se dire: «La discipline, c'est relou, c'est machin», mais en fait, ce cadre-là te permet d'être hyper libre. Ouais. Hem, je ne m'impose pas, si tu veux, de faire ces choses, mais il y a une discipline en moi, soutenue par mon intuition, qui sait très bien que si je le fais pas, c'est pas pour plaire à papa ou maman, c'est pas pour faire comme les autres, c'est pas pour répondre à une injonction, c'est parce que si je le fais pas, je vais me sentir moins bien que si je le fais. Mmh. Donc après, ça peut être plein de choses. Ça peut être aller nager. Bon là, on n'a pas trop le droit de nager. Là, tu vois, je suis super frustré parce qu'on va trop faire de sport. Moi, je fais de l'escalade, de la boxe, de la piscine. C'est que des trucs qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment. Donc, tu vois. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a à la fois écouter ses besoins et en même temps être quand même dans une discipline qui nous permet de. Et c'est pas de l'intégrisme, hein, tu vois. C'est pas il faut Mmh. faire ça. C'est vraiment ce truc de répétition et de continuité. Parce que c'est souvent ça d'ailleurs qu'on apprend dans le Kundalini et en thérapie. Pourquoi on revient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en séance? C'est parce que c'est dans la répétition et dans la continuité qu'il y a un truc qui se passe, quoi, tu vois? Ouais. Heu, Ouais. Faire une cure, je sais pas, de légumes verts, 21 jours mais éparpillés, dans l'année, c'est pas pareil que de les faire 21 jours de suite, quoi. Complètement. Donc OK. voilà, pour moi, c'est ça qui est important, quoi. OK. Bah, écoute, merci Angelo. J'ai une dernière question. Si tu devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, qui ont envie de, se lancer, qui ont un projet, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, les gens qui ont envie de se lancer et qui se lancent, a priori, je leur dirais bravo. Les gens qui ont envie de se lancer et qui ont peur de se lancer, je leur dirais identifiez vos peurs avant déjà, pour voir ce qui se passe réellement. Parce que souvent, ça a pas de rapport avec le travail. Ouais. Tu vois? Souvent, c'est: «J'ai peur de me lancer», mais oui, mais parce qu'en fait, moi, dans ma famille, c'est des paysans et du coup, ben, moi, il faut que je fasse de l'agriculture ou c'est des artistes donc du coup, le fait d'être, avocat, bah, ça sort un peu du contexte familial ou de la loyauté. Hem, si j'ai peur de me lancer parce que, du coup, je suis en CDI, j'ai mon confort et que du coup, si je me lance, je vais peut-être être en galère. Ça n'a rien à voir avec Mmh. le boulot en général. Les peurs, elles sont bien plus existentielles que ça et à partir du moment où je les vois, je les identifie et où, je vois à quel besoin ça peut répondre, du coup, effectivement, en fait, c'est le fait de décentrer, si tu veux, le travail de la problématique. En Mmh. général, c'est ça qui aide à voir que finalement il y a autre chose en dessous, que le problème c'est pas le boulot, quoi. Ouais.
OK. Merci Angelo Ouais. d'avoir, répondu à toutes mes questions. J'espère qu'elles vont, inspirer d'autres entrepreneurs aussi, anciens, présents, futurs entrepreneurs et auditeurs, je vais vous mettre tous les liens d'Angelo dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver, partout et merci pour, votre écoute. Avant de se quitter, si le podcast vous a plu, pensez à le partager en nous taguant moi et Angelo en story, que ce soit sur Insta, sur Facebook et cetera. Et puis aussi, vous abonner si, vous voulez être informé des prochains invités. Belle journée à tous et à très vite.